Chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin Sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, un comedy club et des food trucks. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Correct. Yeah! Bienvenue à du crime à mes oreilles. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon sûrement incroyable Mr. Pickle. Oh non, Mr. Pickle s'en va. Bye bye, Mr. Pickle. Mr. Pickle! Je suis avec Alex aussi. Ah ouais, faut que je change la... Tu changes les cartes. Yeah! All right. Bonsoir tout le monde. Oui, je l'avais fait l'intro. Ben oui, on a tout compris. Correct, ça allait bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue à du crime à mes oreilles, comme Papy Joe disait. J'ai tout dit ça. Yes, comment tu vas, mon papy? Alors, faut que je pèse ces pitons. Ça va bien. Oui, faut que tu pèses ces pitons, faut pas t'oublier. Faut pas que je pèse ces pitons. Faut que je pèse ces pitons. C'est rare que tu pèses ces pitons, hein? Caméra 1. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Est-ce que vous êtes pareils, toi puis Max? Ouais. On a les mêmes références, on a la même âge. Ouais. On a écouté des films de qualité. Yes. Papy Joe, du crime à mes oreilles. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte. Allez, vas-y, Alex. Conte-nous une histoire. Oui, je vais faire ça. Est-ce que tu connais le groupe belge Possession? C'est un groupe de métal des années 80, me semble. Pas 80. Là. Ah, c'est peut-être la date. Là. Vas-y, je t'écoute. Pas 80, 2012. Peut-être que je me trompe avec un autre groupe. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier qui est au carrefour de la psychiatrie, du fanatisme religieux et du true crime. Ça s'appelle une ratatouille. Une ratatouille. On va parler d'une agonie qui a été documentée par 42 cassettes audio et 67 rites d'exorcisme. Et tout le monde sait que ça a sûrement bien fini. Sûrement bien fini. Mais pour nous accompagner dans cette descente aux enfers, j'ai choisi un groupe qui n'a pas seulement écrit une chanson sur le sujet, mais qui a dédié un concept complet à cette horreur, les Belges de Possession. Ouais, mais le monde belge sont bizarres aussi. Avec leurs frites. Shout-out à Phil. Phil, le magnifique, le doux, l'érotique vocabulaire. C'est cool, tu Phil. dis ça sur moi. Faut pas que tu te trompes c'est quoi les caméras non plus. Ah, putain. Ben, c'est moi, mais c'est pas grave. Le monde m'a entendu, c'est ça qui est important. Phil a attendu mon hommage envers lui. Yes. Qui est Possession? Formé en 2012 dans les profondeurs de la scène underground belge, Possession n'est pas là pour faire du métal de radio. C'est un groupe qui baigne dans un mélange de black et de death metal très cru, très occulte. Ah, c'est ça qu'il faut. Parfait comme Papy Joe aime. Ben, pas comme j'aime. Puis, petite parenthèse sur Papy Joe. Papy Joe, ces temps-ci, il écoute plus vraiment de métal. Ah non?
Il écoute du jazz? Ouais, j'ai vu ça on devait faire un épisode de découverte. Parce qu'au début, on devait être une gang à ça. Hey, Mr. Pickle est parmi nous? On devait être toute l'équipe à soir. Finalement, on est juste toi puis moi. Mais voyons. Où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Ouais, Je parlais de jazz parce que les Vives, c'était très jazzé. J'avais même fait quelqu'un parce que on est le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Fait que j'avais pris spécifiquement ça aussi, une chanteuse que j'adore. Fait que ça sera pour la prochaine fois. Je vais faire la gasse. Ils puisent leur inspiration dans le côté le plus sombre de la religion catholique, l'Inquisition et bien sûr les cas de possession réelle. Moi, j'aime que tu dises possession puis que tu mettes réel à côté. Ben, les possessions réelles documentées. Les possessions documentées. Ouais. Le terme réel, selon moi, est un peu exagéré. En peu de temps, ils sont devenus cultes dans la scène underground européenne pour leur capacité à créer une ambiance véritablement malsaine et étouffante. Ce ne sont pas des caricatures. On sent qu'ils ont passé des heures à fouiller dans des archives poussiéreuses pour nourrir leurs textes. En 2014, ils sortent un EP intitulé simplement Analyse. C'est bien ça? Hein? Analyse. Analyse? Comment tu le prononces? Broche, là. Faut que je pèse sur le piton. Pas la commandite donc a fait... Tu l'as en haut, là? Le nom de l'album. Ah, c'est celle-là? Ouais. C'est belge? Fait que... non, c'est allemand. C'est allemand? Ouais. OK, c'est les Belges allemands, genre? Non, mais le nom de l'album, c'est une personne allemande. OK, c'est allemand. Analyes! Analyes. En tout cas, Analyes. La pochette montre une silhouette féminine tourmentée et dès les premières secondes, on comprend qu'on n'est pas dans la fiction. L'EP est une œuvre thématique centrée exclusivement sur le cas d'Annaliese Mitchell. Est-ce que tu connais Annaliese Mitchell? Ben, je pense que c'est la première exorciste qui a été justement documentée. Je sais pas si c'est la première, mais... Ben, comme je te dis, la première documentée pour ça, Ce qui rend ce disque absolument unique et terrifiant, c'est que le groupe a intégré de véritables extraits sonores des séances d'exorcisme d'Annaliese. Ben là, faut que ça ait l'air réel, là. C'est comme quand t'écoutes un groupe qui fait déjà sur un génocide, faudrait qu'il y ait les tueries, là, que tu les entendes, les gens. Là. Yes. La musique n'est pas ne sert pas de décor. Elle est le prolongement de la souffrance de la jeune femme. Les riffs de guitare imitent la tension nerveuse et la batterie imite l'épuisement cardiaque. Utiliser la musique de Possession pour parler d'Annaliese Mitchell, c'est comme regarder le dossier d'autopsie avec une loupe. Ils ont capturé l'essence même du drame, ce moment où la piété devient une pathologie mortelle. Mais pour comprendre pourquoi ce groupe belge a été si marqué par cette histoire allemande de 1976, il faut d'abord retourner à la source. Il faut comprendre qui était Annaliese avant que les démons ne prennent toute la place. Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de démons. Oh là là. Je pense qu'Amir aurait été meilleure accompagnatrice pour ça. Elle croit n'importe quoi, elle. On est en Bavière allemande de l'Ouest à la fin des années 60. Le pays est en plein miracle économique. L'Allemagne veut oublier la guerre. Elle veut la science, le progrès, le confort. Mais sous cette surface moderne, il y a une faille sismique. D'un côté, la jeunesse de 1968 manifeste pour la liberté sexuelle et rejette l'autorité. De l'autre, des poches des conservatistes catholiques ultra-rigides.
comme en Bavière, voit cette modernité comme une attaque directe au diable, Ananias Mitchell naît en 1952, pile au milieu de ce conflit. Les hosties de catholiques encore. Chez les Mitchell, la religion n'est pas un réconfort, c'est une armure contre l'enfer. Anna Mitchell, la mère d'Ananias, porte une culpabilité immense. Elle a eu un enfant hors mariage, Martha, décédée jeune. Pour Anna, c'est un signe. Dieu punit. Elle transmet cette peur du péché à Ananias. On apprend à Ananias le concept de Schnellenden. L'idée que tu peux souffrir physiquement pour sauver les autres. C'est une mentalité dangereuse quand on a une santé mentale un peu plus fragile. Ben, en fin de compte, c'est Mère Teresa. Un peu, ouais. C'est ça. Souffre, tu vas aller au paradis. Ananias est une jeune fille brillante, pieuse, qui joue du piano et veut devenir enseignante. Elle est aimée de ses amis, mais à 16 ans, en 1968, son corps la trahit. Elle devient menstruée. Non. Elle commence à avoir des absences, elle se fige. On lui diagnostique une épilepsie du lobe temporal. Menstruée. Ok, papy, là, c'est ici que le drame se noue. Cette forme d'épilepsie ne cause pas juste des convulsions. Elle cause des hallucinations complexes. Elle voit des visages de démons. Elle sent des odeurs de soufre. Pour la science, c'est une décharge électrique dans le cerveau. Pour Ananias, élevé dans le culte de la pénitence, c'est spirituel. Si les médicaments, comme le dit Ladin, ne stoppent pas les visions, c'est que le mal n'est pas biologique. Ananias s'isole. Elle commence à développer une aversion physique pour les objets sacrés. Elle ne peut plus entrer dans une église sans ressentir une rage incontrôlable. Pour sa famille et pour les prêtres qui commencent à consulter en secret, ce n'est plus de la neurologie, c'est une possession. On rejette la médecine moderne qu'on juge matérialiste. Ils cherchent une preuve que le diable existe pour valider leur foi. Et cette preuve, ils vont la trouver dans la souffrance d'Ananias. En 1975, l'évêque donne enfin son accord. 2 hommes entrent en scène. Le père Ernst Alt et le père Arnold Renz. Ils ne viennent pas avec des pilules. Ils viennent avec le rituel Romamum de 1614. Un rituel mis à jour à chaque année, évidemment. Ouais, la dernière mise à jour, 1614. Ils sont en 1975. Hein? Un petit 300 ans facile. Un 350 ans. Ils sont convaincus qu'Ananias est une victime choisie pour combattre Lucifer. Mais qui sont ces 2 prêtres? L'instigateur de l'exorcisme, père Ernst Alt, n'est pas un vieil exorciste poussiéreux. C'est le curé de la paroisse voisine, mais c'est surtout un homme qui a une vision très sombre du monde moderne. Alt est ce qu'on appelle un traditionnaliste. Il est persuadé que l'Église s'affaiblit et que le diable gagne du terrain à cause du rock and roll, de la drogue et de la perte des valeurs. Le méchant rock'n'roll. La satanique panique, ben on est pas mal dans ces années-là. Ouais, c'est ça. Born to raise hell, c'est correct. C'est lui qu'Ananias va voir en premier dans leur rencontre. C'est lui qu'Ananias va voir en premier. Dans leur rencontre, Alt ne cherche pas à savoir si elle prend ses médicaments. Il est fasciné par elle. Il voit en Ananias non pas une malade, mais une mystique. Il commence à entretenir avec elle une correspondance où il valide toutes ses peurs. Il lui dit « Tu ne souffres pas pour rien. Tu souffres pour les péchés des autres. »
Donc, une bonne façon d'y rentrer un peu sa psychose là, qui est en train de se passer. Là. Ben, quand tout tourne alentour de la religion, tout va s'expliquer par la religion. Mm-hmm. Ça va tout aller là-dedans. Oui. Jésus. Jesus. Si Alt est le cerveau et le confident, le père Arnold Rance est le bras armé. C'est un prêtre de la Société du Sauveur, les Salvatoriens. Il est beaucoup plus âgé, très rigide. Il a déjà pratiqué des exorcismes mineurs. Il est obsédé par le rituel Romanum de 1614, un manuel qui n'avait presque pas changé depuis le Moyen Âge. Il a jauni facilement. Fait que ça donne une bonne idée. Ça doit tout être en latin, genre. Ben oui, rituel Romanum. Il est nommé officiellement par l'évêque du Würzburg, Joseph Stangle, pour mener les séances. Rance n'est pas là pour discuter. Il est là pour donner aux démons de sortir. Elle va menstruer. Ah. On parle d'une jeune fille aussi qui a souffert, mon gars. Comment ces deux hommes ont-ils convaincu une famille et une jeune femme qu'il fallait arrêter la science pour la prière? En 1973, une amie de la famille, Tina Heinz, amène Anneliese à San Damiano. Anneliese ne peut pas entrer dans le sanctuaire. Elle dit que le sol brûle ses pieds. Au lieu de voir une crise d'angoisse liée à sa psychose, Thea Heinz court voir le père Alt en criant « Elle est possédée » et Alt saute sur l'occasion. Calisse, c'est n'importe quoi. Al convainc les parents Mitchell que les médecins ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas la foi. Il leur dit que donner des neuroleptiques à Anneliese, c'est comme museler le démon au lieu de l'expulser. Ok, ouais, je vois le lien. C'est comme... Tu t'endors le démon. Ça veut dire que tu fais juste... comme repousser le mal, tu sais, genre. Ouais, genre. Tu dates pas tes affaires, fait que là, tu fais comme, ah non, il va dormir, mais non, le but, c'est de le sortir. J'ai compris. C'est comme quand t'as, genre, une gastro-entérite, puis tu prends des Imodium, tu t'empêches le mauvais de sortir. Même affaire. Même affaire. J'ai fait une belle analogie. Ouais. exact. Ouais, ok. C'est le point le plus tragique. À force d'entendre Alt et Rance lui parler du démon, Anneliese commence à utiliser leurs mots. Elle commence à identifier les voix dans sa tête. Elle donne des noms à ses souffrances. Elle finit par demander elle-même l'exorcisme. Car c'est la seule façon pour elle d'être le centre d'une attention héroïque plutôt que d'être juste une malade mentale. En septembre 1975, le père Alt écrit une lettre urgente à l'évêque Stank. Il lui dit « Il n'y a plus de doute. Elle connaît des langues qu'elle n'a jamais apprises. Elle a une force surhumaine. Elle dégage une odeur de mort. » L'évêque, sous pression, finit par signer l'autorisation, mais il pose une condition. Le secret total. Personne ne doit savoir. Ça a l'air douteux, là. On est... je sais, toutes les sectes, ça ressemble à ça, genre, c'est comme, non, mais nous, on te comprend, mais va pas le dire aux autres, faut pas que les autres le sachent. Faut jamais que les autres le sachent. Jamais. Classique l'Église. On est à l'automne 1975. Anneliese a cessé de suivre ses cours à l'université. Elle est enfermée dans sa chambre. Les fenêtres sont couvertes. Le père Rance arrive avec son étole violette et son eau bénite. Dans le lecteur cassette, le prêtre insère une bande vierge pour enregistrer ce qui va suivre. Le premier rite est sur le point de commencer.
Et ce que les micros vont capter va inspirer le cauchemar des décennies à venir et les paroles les plus sombres de l'histoire du heavy metal. On est en septembre 1975. Les portes de la chambre d'Agnès se referment. À l'intérieur, il y a les parents, le père Alt et Rance, une pile de cassettes audio vierges. Ces rubans vont devenir le témoin d'une descente aux enfers de 10 mois. Ce qui rend le cas d'Agnès unique, c'est la structure de sa possession. Elle ne prétend pas être habitée par un seul démon, mais par une légion. Le père Rance utilise le rituel Romanum, exigeant que les démons déclinent leur identité. Voici qui on peut entendre sur les bandes, et que le groupe Possession retranscrit avec une précision terrifiante. Lucifer, le chef d'orchestre, froid et hautain. Cain, le premier meurtrier de l'humanité. Judas Iscariote, le traître. Néron, l'empereur romain persécuté des chrétiens. Bélial, un démon de la perversité. Et le plus étrange, Fleischmann, Valentin Fleischmann, était un prêtre franciscain déchu du 16e siècle, connu pour son ivrognerie et sa violence. Sa présence dans la tête d'Agnès montre à quel point son délire est lié à l'histoire de l'Église. Ouais, mais bon, ça a l'air. C'est comme un melting pot de choses qu'elle a lues, là. Je sais pas. Elle est en psychose. C'est ça. C'est ça qui se passe. Ça. L'exorcisme n'est pas un événement unique comme au cinéma. C'est un marathon. Entre septembre 1975 et juin 1976, Agnès subit en tout 67 séances. Certaines peuvent durer jusqu'à 4 heures. Agnès est forcée ou se force elle-même à faire jusqu'à 600 génuflexions par jour. Des squats. Yes, mon gars. Ça devait avoir genre des jambes, la grosseur d'une tête. Ses rotules éclatent littéralement. Elle finit par ne plus pouvoir marcher. Ses tendons sont déchirés. Sous l'influence de ce qu'elle croit être des démons, elle se frappe la tête contre le mur, elle se mord, elle mange des araignées et des mouches. Quand même rendu loin dans la psychose. Elle est alimentée, là, tout est fait pour l'alimenter. Là. Moi, je dis juste qu'elle a lu Dracula de Bram Stoker, c'est tout. Parce que c'est ça qu'il y en a un des messagers, c'est ça qui fait qu'il bouffe genre des insectes. Ça se peut. C'est le point critique. Agnès commence à refuser de manger. Elle dit que les démons ne la permettent pas. Elle veut mourir en martyr pour sauver la jeunesse allemande. Au lieu d'appeler une ambulance devant une femme qui pèse maintenant moins de 70 livres, Alt et Rance voient dans sa maigreur une transfiguration. Ils croient qu'elle devient purement spirituelle. Ils enregistrent tout, convaincus qu'ils tiennent la preuve ultime de l'existence du mal. Je pense qu'il n'y a pas juste Agnès qui est en psychose là-dedans. Non. Ok, prenons un instant pour décortiquer la chanson Agnès. Possession, elle fait un travail de recherche monumental. La chanson change constamment de tempo, alternant entre le speed metal agressif et des passages atmosphériques lourds, qui représentent le désespoir de la chambre close. Le groupe cite directement les noms des démons dans l'ordre où ils apparaissent sur les bandes. Le refrain est une évocation tragique. Il souligne l'ironie, le remède, le rite est devenu le poison. Contrairement à d'autres groupes qui glorifient Satan, Possession utilise ce cas pour critiquer la superstition religieuse
Il montre comment la foi aveugle peut transformer une maladie traitable en un sacrifice humain médiéval. Bon, sacrifice humain. Ben, c'est le cas qui arrive avec elle, là. Ouais, je mets un bémol là-dessus. Je mets un bémol. On arrive à la fin du printemps 76. Agnès est au bout de ses forces. Elle souffre d'une pneumonie, elle a de la fièvre, elle est couverte d'échymose. La dernière séance d'exorcisme a lieu le 30 juin. Agnès est si faible que ses parents doivent la soutenir. Elle murmure ses derniers mots à sa mère. « Maman, j'ai peur. » Et au prêtre, elle demandez l'absolution. Avec que ça finisse, là. Ok, c'est clair, là. Le lendemain matin, le 1er juillet, son père, Joseph Mitchell, entre dans sa chambre. Agnès est décédée. Le combat est terminé, mais c'est là que le cauchemar judiciaire, lui, ne fait que commencer. C'est le procès d'Émilie. C'est un film. Mm-hmm. C'est ça, je pense. Ça l'a inspiré Ouais. Émilie Rose. Ouais, le procès d'Émilie Rose. Puis en fin de compte, le film. L'exorcisme. L'exorcisme, c'est ça. Les médecins légistes qui examinent le corps d'Agnès est sous le choc. Elle ne pèse que 68 livres. Ses genoux sont brisés. Elle a les yeux enfoncés. Elle est morte de malnutrition et de déshydratation extrême. L'État allemand inculpe 4 personnes pour homicide par négligence. Joseph et Anna Mitchell, le père Ernst Alt et le père Renz. C'est ici que le procès devient surréaliste. Les avocats des prêtres, payés par l'Église, ne plaident pas l'aliénation mentale. Ils plaident la liberté de religion. La liberté de religion, c'est la liberté d'expression. Respectez ça. C'est important, la liberté d'expression. De religion. Ben, c'est ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Leur argument, Agnès était réellement possédée. L'exorcisme était le seul remède possible. Sa mort n'est pas un crime, mais un sacrifice volontaire pour sauver les âmes. C'est un Jésus féminin. La défense fait jouer les enregistrements des exorcismes dans la salle d'audience. Les cris gutturaux et les voix multiples résonnent devant les juges. Les prêtres affirment que ces voix ne peuvent pas provenir d'une simple humaine. Ça vient juste d'une humaine qui se décompose, là. Imaginez l'ambiance dans la salle d'audience. Le silence est total. Le juge ordonne de peser sur play. Et là, ce n'est plus la voix d'Agnès qu'on entend, mais une série de râles et de dialogues surréalistes. Voici ce que les jurys ont entendu durant que le jury a demandé de faire play. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil es ist, Weil der Teufel größere Macht. Ich hab ein Bruder geschlagen. Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Glaub mir. So. Sie müssen mit den Scheißkassette
Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen wird's muss gehen. Und dann muss er den Gott bekannt geben. Wie? Was soll er schmeiden? Ja, im Dritten Reich. Der steckt darin, der drin. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Würden Sie das für eine rein psychologische Angelegenheit halten? Hi! Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und dir im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters. Fait qu'on s'entend que c'est un extrait de ce qu'on peut entendre, mais tu peux voir un peu l'ambiance que ça a dû avoir donné dans la salle de cours. Là. C'était le party jovial. Tout le monde était heureux. C'était un moment inoubliable. Yes! On peut entendre, entre autres, « Je suis celui qui était là dès le début. Je suis Lucifer. » Après ça, on entend le Père Ren. « Sors d'elle au nom de Jésus. Je ne sortirai pas. Elle est à moi. Le monde est à moi. Vous, les prêtres, vous êtes que des porcs. » Ce qui est frappant ici, c'est le changement de registre. La voix est basse, s'éraillée et semble sortir du fond de la poitrine. Une technique de chant guttural qu'Agnès n'avait jamais pratiquée. Les insultes contre l'Église, Agnès, ou celle qu'elle croyait être en elle, s'attaquaient violemment aux réformes de l'Église. Le démon, les prêtres modernes sont des traîtres, ils portent des vêtements de civils, ils ne croient plus en rien. L'enfer est pavé de têtes de prêtres. C'est ici que les experts du procès ont pointé du doigt l'influence du père Halt. Ces insultes reflétaient exactement les opinions ultra-traditionnalistes des prêtres qui l'entouraient. C'était un écho de leur propre prêche, excusez. Le plus difficile à écouter, ce ne sont pas les mots, mais les sons non humains. On entend des séquences de 10 à 15 minutes où Agnès aboie comme un chien enragé sans s'arrêter, ou imite le grognement d'un porc tout en se jetant contre les murs. On entend même les impacts sourds sur les bandes. À un moment, on l'entend hurler « Laissez-moi, ça brûle, pourquoi vous me faites ça? » suivi d'un rire hyper creepy qui change brusquement de ton. Le témoignage des parents, ils maintiennent qu'ils ont agi par amour, obéissant aux experts de leur foi. Ils affirment avoir vu des signes surnaturels que la science ne peut pas expliquer. C'est bizarre, l'amour des parents, je trouve, des fois, ils... Laisse faire bien des affaires à leurs enfants. Ouais. Face à ce mysticisme, les experts médicaux et les psychiatres mandatés par la Cour présentent une thèse implacable. L'épilepsie du lobe temporal. Les experts démontrent que les crises initiales étaient neurologiques. Ils expliquent que l'environnement familial et l'influence des prêtres ont créé un délire partagé. À force de lui dire qu'elle était possédée, Agnès a fini par adopter les comportements qu'on attendait d'elle. Les médecins légistes affirment qu'une simple alimentation par sonde, même une semaine avant sa mort, aurait sauvé sa vie. La mort était évitable
à 100%. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ils l'ont jamais vraiment nourri, ils l'ont jamais vraiment forcé à se nourrir. Ils regardaient juste genre. Là, elle avait aucune aide Ouais. réelle. Là. Ouais, c'est ça. Durant les 2 années d'enquête, des détails sordides émergent. On apprend que Canlas ne pouvait plus marcher les derniers mois et que les prêtres devaient la porter. Il est révélé que le père Alt avait consulté un médecin de famille, mais qu'il lui avait décrit les symptômes de façon si biaisée que le médecin n'avait pas réalisé l'urgence vitale. La sœur d'Agnès témoigne du climat de terreur et de dévotion absolue qui régnait dans la maison, transformé en sanctuaire de combat contre Satan. Le 21 avril 1978, le verdict tombe. Il est étonnamment clément aux yeux de certains, mais symboliquement fort. Les 4 accusés sont reconnus coupables d'homicide par négligence. 6 mois de prison avec sursis, avec une période de probation de 3 ans. Les juges reconnaissent que les accusés n'avaient pas l'intention de tuer, mais qu'ils ont fait preuve d'une négligence criminelle en refusant l'aide médicale. La peine est légère car le juge considère que les parents ont déjà beaucoup perdu. Ce procès a forcé l'Église catholique à faire son examen de conscience. Une commission d'évêques allemands a conclu plus tard qu'Agnès n'était pas possédée, mais malade mentale. No shit. Ouais. Le Vatican a fini par reviser le rituel romanum en 1999 pour la première fois depuis 1614, exigeant désormais que les exorcistes consultent obligatoirement des médecins et des psychiatres avant d'intervenir. Fait qu'en gros, ils savent que c'est de la bullshit, là. Même après le procès, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1978, quelques mois après le procès, les parents ont fait exhumer le corps. Une carmélite avait eu une vision que le corps d'Agnès était intact. Signe de sainteté. Le rapport officiel a confirmé que le corps se décomposait normalement, mais la rumeur persiste encore chez les fanatiques. Le corps était même pas intact à sa mort. Je veux dire, il était déjà magané, là. Ouais. Il avait plus de rotule, pauvre petite. Aujourd'hui encore, sa tombe à Klingenberg est un lieu de pèlerinage pour des groupes ultra-traditionnalistes qui la considèrent comme une sainte non officielle. Le procès a clos le dossier juridique, mais il a ouvert une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée. C'est ce contraste entre la justice des hommes et la justice divine, perçue par les prêtres, qui rend les chansons de Possession si puissantes. Il dénonce cette arrogance de croire qu'un rite de 1614 a plus de valeur qu'une vie humaine en 1976. Maintenant, plongeons de manière dans la manière sonore de ce EP. Le groupe Possession ne fait pas que raconter l'histoire. Il nous enferme dans la chambre d'Agnès. Dès l'ouverture du disque, ce n'est pas une guitare qu'on entend, mais les grésillements d'une vieille bande magnétique. Ils ont intégré des extraits authentiques des 42 cassettes enregistrées par le père Al Terence. On entend la voix réelle d'Agnès Mitchell, déformée par la souffrance et ce qu'elle croyait être ses démons. Entendre sa voix s'entremêler aux riffs de black metal crée un malaise profond. Le groupe ne cherche pas à faire joli. Il cherche à illustrer une rupture psychique. Le chanteur de Possession utilise des vocaux d'outre-tombe qui imitent la structure de 6 démons, Lucifer, Cain, Judas, etc. Dans leurs paroles, ils reprennent le concept de la possession multiple qu'on a vu plus tôt. Contrairement à une chanson métal classique, ici, le rythme est chaotique. Cela représente les crises d'Agnès qui arrivent sans prévenir,
brisant le calme de sa vie d'étudiante pour la plonger dans la terreur. Les textes de Possession sont crus. Ils ne prennent pas de gants blancs. Ils incitent lourdement sur la dégradation physique. Ils parlent de la peau sur les os, de la soif, de l'aveuglement de ceux qui l'entourent. Bien que le groupe cultive une esthétique occulte, leur musique dépeint l'exorcisme comme une force destructive. Ils utilisent le terme possession non seulement pour Anneliese, mais aussi pour les prêtres qui sont possédés par leur propre dogme au point de laisser une femme mourir. Les prêtres enregistraient pour prouver la possession. Possession détourne ses preuves. Pour les prêtres, ces cris étaient la voix de Satan. Pour le groupe et pour nous, ce sont les cris de détresse d'une femme souffrante de psychose et d'épilepsie, piégée dans un système qui refuse de l'aider médicalement. On pourrait croire que la mort d'Agnès a enterré l'exorcisme. Au contraire, elle l'a transformé. Pour l'Église catholique allemande, ce procès a été une humiliation mondiale. Voir des prêtres condamnés par leur pratique a forcé le Vatican à sortir du déni. Le préjudice est immense. L'Église a été perçue comme une institution médiévale incapable de protéger ses propres fidèles. Il a fallu attendre plus de 20 ans après pour que le pape Jean-Paul II approuve le nouveau rituel. La grande leçon d'Agnès est là. Désormais, l'exorcisme doit exclure toute maladie mentale par un avis médical avant de lever son crucifix. L'exorcisme est devenu officiellement le dernier recours absolu et non plus le premier traitement. Je sais pas. Ce qui fait du sens. C'est ça, je suis comme... on va voir si c'est un médecin, puis si le médecin dit qu'il n'y a rien, ben là, c'est peut-être une possession. No shit. Malgré cela, le cas a créé un schisme. D'un côté, les progressistes qui voient en Agnès la preuve qu'il faut abolir l'exorcisme. De l'autre, les ultra-traditionnalistes qui en font une martyre de la vraie foi contre la science athée. Puis là, ben, ça a eu des influences culturelles, comme tu parlais. L'exorcisme, le film L'Exorcisme, qui a fait la terreur d'une génération. Après ça, c'est le film que L'Exorcisme, si vous aviez l'impression de connaître ça, vu comme on a dit tantôt. C'est ça. L'Exorcisme, c'est le film qui a tout changé. Bien qu'il transpose l'histoire aux États-Unis, il reprend presque mot pour mot le débat du procès. Ça, c'est le procès d'Emily Rose, c'est vraiment... C'était vraiment qu'est-ce qu'il y en était. C'est l'exorcisme d'Emily Rose, le nom du film. Là. Ouais, c'est peut-être ça, l'exorcisme. C'était l'exorcisme qui était le film d'horreur. Avec la fille qui tourne la tête puis qui a vomi partout. Puis t'as l'exorcisme d'Emily Rose, c'est ça. Ouais, l'exorcisme d'Emily Rose. Moi, je me rappelle encore la première fois que j'ai goûté ça. L'exorcisme ou l'exorcisme d'Emily Rose? L'exorcisme d'Emily Rose. C'était... c'était intense. C'était un bon film. Ouais, ben c'est à cause... Qu'est-ce qui était bon, c'est que tu voyais justement un peu le côté... Les deux côtés de la médaille. Le côté psychologique, puis le côté... Puis le film te donne pas non plus... Il tend pas la main à dire c'est tel côté qui gagne ou pas. Ouais. C'est laissé à la spectateur. C'est bien fait. Hein. C'est un bon film. Hein. À Kligensburg, la ville est encore hantée par son fantôme. La maison des Mitchell a été incendiée par des vandales et sa tombe reste surveillée pour éviter des rituels étranges. C'est l'un des rares cas de true crime qui a muté en légende urbaine religieuse. Pour conclure ce dossier, Anneliese Mitchell n'est pas victime du diable, ni même seulement de l'épilepsie. Elle a été victime d'un conflit de système. D'un côté, une psychiatrie des années 70 qui était encore froide, impersonnelle et parfois impuissante. De l'autre, une foi religieuse qui offrait une explication héroïque à sa souffrance. Agnès a choisi la solution qui donnait un sens à sa douleur, même si ce sens allait la tuer. Nous avons laissé une jeune femme mourir de faim au milieu de l'Europe moderne, entourée de gens qui l'aimaient, parce que personne n'a osé briser le cercle du dôme.
C'est la forme la plus pure et la plus triste de négligence. Celle qui se déguise en amour de Dieu. Quand vous allez réécouter le EP de Possession, si vous y allez, après cet épisode, portez une attention particulière au chaos sonore de la fin du morceau. C'est pas juste du bruit, c'est le cri d'une raison qu'on a étouffé. Le groupe a compris quelque chose que la cour n'a pas pu exprimer. L'horreur n'est pas dans les démons qui crient, elle est dans le silence des gens qui regardent une jeune femme s'éteindre en priant. Agnès Michel est un avertissement, une mise en garde contre ce qui arrive quand on cesse de douter. Sur ce, restez curieux, gardez l'esprit critique et à la prochaine. Et nourrissez-vous bien aussi. Puis si vous faites des squats, prenez le temps de les faire, sinon vous allez vous péter les rotules. Exactement. Ça vous tente pas de vous faire porter? Ben, ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça être portés, là, mais il y a d'autres façons, disons-le. Papy Joe, où est-ce qu'on peut nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes sociales préférées, telles que Facebook, Instagram, TikTok. C'est ça. Allez sur YouTube, nous écouter. Sur toutes YouTube. les plateformes, à part Spotify. Ouais, non, il n'y a plus de Spotify. Spotify, c'est non. Spotify, c'est mort. Spotify, c'est pas correct d'envoyer des drones tuer des enfants dans des écoles à Gaza. Non, c'est pas correct. Pas correct. Sur ce, bonne soirée. Merci, Papy Joe. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est ce qui conclut notre soirée d'enregistrement pour ce soir. Et on se dit à la Crevez toutes, je vous aime. Chaîne. Au revoir.